maréchaux de sécurité. Ah oui, oui. Les moments qui sont vraiment vexatoires parce que les gens s'engagent, on vient, vous allez voir, ça va être vachement sympa. Et au dernier moment, voilà, ça c'est horripilant. Le préfet est venu? Je parlais pas des autorités, je parlais des gens qui venaient. Non, c'était une amie. Afin de commémorer le 59e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, en présence de M. Jacques Martin, maire de Nogent, conseiller général du Val-de-Marne, et du colonel Grandinville de l'Association des combattants de l'Union française. Tout d'abord l'association culturelle franco-vietnamienne de Nogent, avec son président, M. Nguyen Goldbach. L'Union nationale des anciens Indochine, déposée par le commandant Archambault de Gaulle. L'association des anciens combattants de l'Union française. On est les Prandivy et Mme Garcelon. Excusez. L'association des anciens de Dien Bien Phu, colonel Liciani, M. André Braillé. Pour la ville de Nogent, M. Jacques Martin, maire de Nogent, et Sébastien Chêne, délégué au devoir de mémoire. Aux morts. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, les représentants des corps constitués des associations, monsieur le président de l'association culturelle franco-vietnamienne, en 1946, dès le début de l'action militaire d'Ho Chi Minh en Indochine, les Vietnamiens ont choisi leur camp et décidé de mener le combat contre l'idéologie marxiste.
Ils ont à cet effet rejoint l'armée française, la division Leclerc, d'abord comme partisan supplétif. En 1948, en Annam, dans mon poste, j'avais effectivement de ces partisans qui étaient des voltigeurs extraordinaires. Puis comme soldat régulier avec une véritable intégration, donnant accès à toutes les unités, à tous les postes et à tous les grades, sous-officiers et officiers. Ainsi fut créée une véritable communauté militaire franco-vietnamienne. Des compagnies, des bataillons étaient entièrement vietnamiens, comme le 5e BPVN, bataillon parachutiste vietnamien, qui était à Dien Bien Phu. D'autres unités étaient composées à 50% de Vietnamiens, comme les bataillons de parachutistes. Ainsi, à Dien Bien Phu, le premier bataillon étranger de parachutistes et le deuxième bataillon étranger de parachutistes avaient un effectif de 50% de Vietnamiens. Et aujourd'hui, nous postions une partie de cette cérémonie à les honorer. Un exemple légendaire de cette force franco-vietnamienne est le colonel Tran Dinh Vi. À 19 ans, il est partisan au 6e RIC de la 9e DIC de la division Leclerc. Puis soldat régulier, il est promu caporal-sergent et sergent-chef. Il rejoint alors, en 1950, l'adjudant Vandenberg dans le célèbre commando 24, dont les succès accumulés étaient célèbres. Il est 2 fois blessé et cité plusieurs fois. En 1952, il rejoint l'armée vietnamienne comme officier, lieutenant puis capitaine. Il fait alors un stage de parachutiste à Pau et rejoint le Vietnam où il commande une division en tant que colonel pour se battre aux côtés de l'armée américaine contre le Viet Minh. En 1975, après la défaite des armées américaines et vietnamiennes, il fait avec son épouse et ses 8 enfants partie des Boat Peoples vers les USA. En 1975, il rejoint la France et en 1976, il est réintégré dans l'armée française comme chef de bataillon au 1er régiment étranger. Comme lieutenant-colonel et colonel, il va servir au service historique de l'armée. Commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, avec 6 citations sur sa croix de guerre, 2 blessures. Il avait en outre 15 décorations vietnamiennes et le Bronze Star américaine. Un jour, il m'a dit « Nous sommes des frères d'armes ». C'est vrai, et j'en suis heureux. Alors, fraternellement, je lui passe la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers frères d'armes, c'est avec une très grande émotion que j'évoque aujourd'hui la bataille de Dien Bien Phu. Donc c'est le 59e anniversaire cette année. Combattant sud-vietnamien hier, officier de l'armée française aujourd'hui, je garde une profonde reconnaissance envers tous ceux, français comme vietnamiens, qui sont tombés en Indochine et pour la dernière fois à Dien Bien Phu, pour la défense de la liberté. Permettez-moi tout d'abord un bref rappel historique. Le 9 mars 1945, les troupes d'occupation japonaises en Indochine attaquent par surprise les garnisons françaises et mettent fin à la présence française. 5 mois plus tard, le Japon capitule sans condition, laissant le pays à l'anarchie politique et administrative. Profitant du désordre et maîtrisant bien l'agitation populaire pour avoir été à l'école de Moscou, Ho Chi Minh s'empare du pouvoir à Hanoï le 19 août 1945. Les troupes du général Leclerc débarquent à Saigon en même temps que les Anglais pour tenter de rétablir la prééminence française. Après des campagnes militaires limitées et de multiples négociations, Leclerc réussit à prendre pied au Nord-Vietnam. La France reconnaît l'indépendance du pays au sein de l'Union française. Après quelques mois de coexistence plus ou moins houleuse entre les troupes françaises et Viet Minh, Ho Chi Minh déclare les hostilités le 19 décembre 1946 et la guerre d'Indochine commence.
Bientôt et surtout après l'arrivée du général de Lattre en 1951, se dessine un conflit entre le monde libre auquel appartient le Vietnam nationaliste et le régime totalitaire de Ho Chi Minh, soutenu par la Chine de Mao Tse-tung et de l'URSS. L'objectif en 1953 d'établir un camp retranché à Dien Bien Phu. 59 ans passés, Dien Bien Phu est devenu une épopée à l'instar de Cameron de la Légion étrangère, ou Bazeille pour les marsouins et les bigots de la guerre franco-prussienne de 1870. Dans l'histoire militaire, il y a ainsi des sacrifices qui résonnent beaucoup plus dans le subconscient collectif que les victoires. La bataille de Dien Bien Phu est avant tout une histoire de souffrance, de mort, d'héroïsme et d'abnégation, où la garnison franco-vietnamienne dans son ensemble a combattu jusqu'à l'extrême limite du devoir. Mais qu'est-ce que c'est Dien Bien Phu? Dien Bien Phu est un grand chef-lieu d'administration frontalière, habité par les mers et les Thaïs qui cultivent les rizières de la vallée, à la frontière du Laos, lié au reste du pays par la route provinciale 41, qui va jusqu'à Hanoï, située à 250 km et vers la Chine. C'est une vallée de 16 km sur 9, entourée de collines de 400 à 500 mètres de hauteur, traversée par une rivière qui s'appelle Namun. Dien Bien Phu est un point stratégique. L'idée de choisir Dien Bien Phu est de protéger le royaume du Laos et d'amener le Viet Minh à accepter une bataille rangée dans laquelle les forces conventionnelles françaises auraient sûrement le dessus. La base de Nha San en a auparavant a bien servi d'exemple. Mais alors que Giap a su tirer les enseignements de son échec, le commandement français a sous-estimé les capacités du Viet Minh, qui a pu amener à proximité des effectifs considérables, principalement les 4 divisions, 304, 308, 312, 316, et ainsi qu'une puissante artillerie. C'est la division lourde 351, invulnérable à la contre-batterie du camp. Sans côté des bulldozers qui tracèrent des pistes à travers 900 km de joints, des dizaines de milliers de colis mobilisés de gré de force, des centaines de camions Molotov qui assurent un cordon ombilical entre la Chine et les assiégeants, ainsi que des DCA qui interdisent le ciel de Dien Bien Phu à nos avions. À cette force qui l'assiège, le camp franco-vietnamien dispose de 10 000, puis de 15 000 hommes, avec les renforts. J'ajoute que plus de la moitié de cet effectif est composé d'Indochinois. Les 6 bataillons de parachutistes qui constituent le corps de bataille sont jaunis à 30 et 40%. Mais qu'est-ce que c'est Dien Bien Phu? Dien Bien Phu est un grand chef-lieu d'administration frontalière, habité par les mers, les Thaïs, qui cultivent les rizières de la vallée, à la frontière du Laos, lié au reste du pays par la route provinciale 41, qui va jusqu'à Hanoï. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis aujourd'hui d'évoquer la participation importante, mais peu mentionnée. Les Indochinois dans ce rôle fait d'armes, voulu par le maréchal de Lattre, alors commandant en chef et haut commissaire en Indochine.
Toutes les unités combattantes françaises devaient incorporer des Vietnamiens jusqu'à 50% de leurs effectifs. Dans l'esprit du commandant en chef, ces autochtones allaient devenir le noyau de la nouvelle armée nationale vietnamienne. À l'époque, on appelait cela le jaunissement des bataillons de légion ou de parachutistes coloniaux. Une vietnamisation lucide et réaliste de la guerre en quelque sorte, contrairement aux Américains qui ont par euphémisme utilisé ce même terme quand ils voulaient se désengager du bourbier qu'ils avaient créé pendant la guerre du Vietnam. Raconter la bataille de Dien Bien Phu dans son contexte global est impossible. Tant d'événements et de drames ont côtoyé le quotidien, que ce soit les légionnaires, les paras, les artilleurs et autres, il faut faire en tout. Voici cependant quelques chiffres. Du 20 au 22 novembre 1953, 5 bataillons paras et leurs unités d'appui ont participé à l'opération Castor afin de s'emparer et de sécuriser la base de Dien Bien Phu. Ce sont le 6e bataillon de paracoloniaux du commandant Bijard avec un effectif de 651, donc 200 Vietnamiens. Le 2e bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes du commandant Brechignac qui compte 400 Vietnamiens sur 569 hommes. Le 1er bataillon de paracoloniaux du commandant Souquet avec 413 Vietnamiens sur 722 combattants. Le 1er bataillon étranger de parachutistes du commandant Guiraud, 336 Vietnamiens sur 654 para-légionnaires. Le 5e bataillon de parachutistes vietnamiens au 5e DPVN du capitaine Bouverie, plus tard remplacé par le capitaine Botella, ici présent. Ce sont paras dont 585 Vietnamiens. Le 8e choc du capitaine Touré avec une compagnie de Vietnamiens. 4560 paras sont ainsi à pied d'œuvre dès les premiers jours. Ils participeront à l'aménagement de la base avec d'autres militaires aérotransportés tels que la Légion, les Africains, les artilleurs, les bataillons Thaï. Ce sont des minorités ethniques du Nord-Vietnam. Des reconnaissances armées sont lancées avec plus ou moins de bonheur autour de la base, tandis que les taux Viet Minh se resserrent, jugeant la base suffisamment étoffée. Des bataillons paras sont successivement rapatriés sur Hanoï. Ils restent sur place comme réserve que le 8e choc et le 1er BEP. Le 13 mars 1954, soit près de 4 mois après nos troupes investies Dien Bien Phu, le général Giap dispose de 5 divisions, soit 51 000 hommes. Un gage, l'épreuve de force. En éluge de feu s'abat sur le garnison. Nos contre-batteries sont inefficaces car les canons Viet Minh, certains tirants à vue, sont bien abrités dans les cavernes à flanc des montagnes, surplombant nos positions. Dès la première nuit, le point d'appui Béatrice, tenu par le 3e bataillon de la renommée 13e demi-brigade de la Légion étrangère, tombe. La nuit suivante, c'est autour de Cramiel, le point d'appui au nord de la base est connu pour la mieux construite, tenu par une unité d'Algériens bien encadrée. Il est enseveli sous les obus et tombe dans la nuit du 14 au 15 avril. Malgré une contre-offensive menée le matin du 15 par les chars. 2 compagnies de légionnaires et le 5e BPVN parachutés en catastrophe la veille
est matraqué par l'artillerie ennemie sur les aires d'atterrissage même. Bija et son célèbre 6e BPC, cette fois-ci forte de 613 combattants, dont 312 Vietnamiens, reviennent le 16 mars. Avec l'intensité des combats et les grosses pertes humaines, les mêmes unités qui ont participé à l'opération Castor en novembre 1954 sautent de nouveau à Dien Bien Phu. Le 2 avril, c'est le 2e bataillon du 1er RCP, puis le 8 avril, c'est le tour du 2e BEP. Dans les derniers jours de la bataille, une seule compagnie du 1er BPC arrive à se poser en plein combat sur ce qui reste du 1er de défense. La piste d'aviation est inutilisable car pilonnée par l'artillerie adverse. À partir du 28 mars, Dien Bien Phu ne sera plus ravitaillé que par parachutage. À partir de ces dates, ne sera que d'arbres. Les sanglants combats contre un ennemi supérieur en nombre et en matériel, qui grignote petit à petit le périmètre de défense. Malgré l'héroïsme de ces défenseurs, accablés sous le nombre, le camp succombe le 7 mai, sans pourtant déployer le drapeau blanc. Quelques instants avant la fin, le général de Castries a télégraphié au QG du général Cougny à Hanoï. Les Viet ne se trouvent à quelques mètres de mon PC. J'ai donné des ordres pour opérer le maximum de destruction. Pas de drapeau blanc. Nous ne rendons pas. Après destruction de tout le matériel et de tout le ravitaillement, le PC de Dien Bien Phu adresse son ultime message à Hanoï à 17h50. On fait tout sauter. Adieu. Quelques minutes plus tard, les Viet font irruption dans le QG du général de Castries. Dien Bien Phu est tombé, mais n'a pas capitulé. Pour les survivants de l'enfer, nous avons ici le colonel Luciani, aussi Royer, qui ont vécu dans cet enfer et connaît bien l'horreur de la captivité. Pour l'anecdote, le 10 avril, les paras de Bija attaquent et occupent le point d'appui Eliane 1. Subissant des pertes et risquant de ne pas pouvoir tenir, Bija demandait des renforts. La Légion étrangère donne à l'assaut, suivi par les Vietnamiens du 5e BPVN en chantant la Marseillaise. Dans ce combat, saluons drapeau bas des volontaires des dernières heures, non prévotés parachutistes. Pas d'instruction au sol, qui ont quand même sauté pour rejoindre les copains dans cette fournaise, à savoir une centaine de toutes armes, dont quelques Vietnamiens. Voici le bilan. Les pertes sont lourdes. Nous déplorons 3300 tués, rien que le 5e BPVN à Dien Bien Phu. Tués, disparus, morts en captivité. Officiers français, 12. Officiers vietnamiens, 13. Sous-officiers et hommes de troupes français, 68. Sous-officiers et hommes de troupes vietnamiennes, 568. Total 710. Le 8 mai 1954, les Viet Minh comptabiliseront 11 721 prisonniers, donc 4 436 blessés. Parmi ces derniers, 858 seront jugés très graves par le Viet Minh qui les libéreront sous le contrôle de la Croix-Rouge. Sur les 10 863 prisonniers, restant donc 3 578 blessés amenés prisonniers.
Le Viet Minh rentra 4 mois plus tard que 3290. Les 7573 manquants décédés dans les camps représentent un pourcentage de l'ordre de 70%, un taux plus élevé que celui des camps d'extermination nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Jacques a payé cher sa victoire. Aucun chiffre n'a transpiré, mais on l'estime à 11 000 tués, le double ou le triple de blessés, dont beaucoup mourront par l'insuffisance de soins. Mais la fin justifie les moyens selon le créneau communiste. Une mention spéciale va être faite au sujet, ce sont des PIM, des prisonniers internés militaires. On en compte à la mi-mars 2440 bénéficiant du statut de prisonniers de guerre. Ces hommes servaient de coulis pour transporter de l'eau, de munitions, ou aller ramasser les colis parachutés, ce qui amenait des pertes sévères dans leur rang. Ils étaient alors soignés à l'antenne comme n'importe quel autre blessé. Certains, dans les dernières semaines, bancardèrent les blessés et leur faisaient une toilette sommaire une fois arrivés à l'antenne. Pendant toute la bataille, il leur était très facile de déserter, mais très peu que l'on fait, pas plus d'une vingtaine. Quel a été le sort des survivants après la fin du camp retranché? L'ennemi est réputé pour être impitoyable envers ceux qui considèrent comme des traîtres. Aucune comptabilité sérieuse à leur sujet ne nous est parvenue jusqu'à présent. Puis il y en a celles qui on ne parle jamais et dont on ne parlera plus. Il y a une quinzaine de filles qui font des métiers les plus vieux du monde et qui ont disparu, toutes et pour toujours. Seul le médecin commandant Paul Convin en témoigne, et je cite ses paroles. Ces filles se sont conduites de façon remarquable. Tous mes blessés, tous mes amputés, mes opérés du ventre, il fallait qu'ils pissent, qu'ils fassent le besoin, qu'ils fassent un peu de toilette. Ce sont ces femmes, ces prostituées transformées en anges de miséricorde, qui m'ont aidé à les aider, qui ont permis à nos blessés de supporter leur misère. Elles les ont fait manger, boire, espérer contre toute espérance, capturées, provincées, qu'elles ont été tabassées, affamées, avant d'être exécutées l'une après l'autre, une balle dans la nuque. La chute du camp retranché est un retentissement considérable et annonce la fin de la présence française en Indochine. Le sacrifice des combattants de Dien Bien Phu débouche sur la signature des accords de Genève qui partagent le Vietnam entre le nord communiste et le sud nationaliste, séparés par le 17e parallèle. Le sud est d'abord dirigé par l'empereur Ban Lai, puis par le président Ho Chi Minh. Une vague de réfugiés du nord vers le sud, environ 1 million, la plupart des catholiques. Les derniers soldats du corps expéditionnaire français quittaient définitivement le Vietnam en avril 1956, remplacés progressivement par les Américains. La paix de 1954 fut de courte durée. Très vite, la guérilla communiste reprend, puis ce sera la guerre ouverte déclenchée par le Nord, appuyée par tout le bloc soviétique. Le retrait de 1970, la chute de la capitale du Sud, rebaptisée Ho Chi Minh Ville en 1975. Depuis l'installation du pouvoir communiste au Vietnam, plus de 2 millions de Vietnamiens ont choisi l'exil
pour vivre libre. Plus de 500 000 officiers et fonctionnaires du Sud sont amenés dans les camps de concentration. Et environ 300 000 sont disparus en mer. Je n'oublie pas le sacrifice du corps expéditionnaire venu combattre le communisme totalitaire en Indochine et a perdu dans ce conflit 35 000 de siens. Je voudrais rappeler ici l'esprit combatif, la ténacité, le courage, les peurs endurées et le sacrifice des anciens combattants en Indochine, de ceux qui sont sacrifiés. Plus particulièrement, les combattants de Dien Bien Phu ont été héroïques, comme l'ont été les soldats français et vietnamiens tout le long de l'histoire de leur pays. Nous étions des combattants du monde libre face à un ennemi qui voulait nous imposer son système totalitaire, et nous ne le serons jamais. Je continue à faire comprendre la signification de cette guerre lointaine et presque oubliée à ceux qui ne l'ont pas connue ou qui ne la connaissent qu'à travers des publications ou des films mal intentionnés, afin que nos combattants de la guerre d'Indochine ne soient pas morts en vain. Messieurs, mesdames, merci de votre attention.